Et pour le premier panel, c'est le panel d'ouverture qui a pour thème le football marocain à l'assaut du sommet, technologie et innovation au cœur de la stratégie. J'invite à nous rejoindre Youssef Belkacmi, directeur du directoire Sonarges. C'est Belkacmi, تفضل. مرحبا. Saïd Akif, directeur de la transformation digitale et ici à la Fédération royale marocaine du football. C'est Akif, تفضل. C'est Wassim Laroussi, directeur des études et développement chez Enui. C'est Laroussi, marhaba bik. Et c'est Tawfiq Msam, chargé de mission sport et développement à l'UM6P. C'est Tawfiq, تفضل معنا. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, je rappelle que ce panel a pour objectif d'explorer les différentes composantes de cette stratégie et de mettre en lumière les contributions clés de la technologie et de l'innovation dans la progression du football marocain. Et je vais commencer par Sib Belkacmi. Youssef Belkacmi. Alors, on sait très bien... Je pense que ça fonctionne. Ouais, très bien. Sib Belkacmi, on sait très bien que voilà, tout le monde connaît cette date, cette échéance de 2030, l'organisation de la Coupe du Monde. Vous êtes au cœur de cette organisation, en tant que, bien sûr, président directoire de Sonarges, et on aimerait bien savoir comment la technologie et l'innovation seraient importants dans cette organisation. On va commencer par cette première question, et après il y aura un tour de table, et je vais revenir sur d'autres questions qui sont liées à cette organisation et le rôle des technologies. Très bien, très bien. Bah, écoutez, je souhaiterais tout d'abord remercier Enui de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de ce sujet extrêmement important et commencer par répondre à votre question. Et puis, ravi de me retrouver avec mes collègues dans cet espace formidable à l'université Mohamed VI Polytechnique. Alors, par rapport à cette dimension technologie et IT d'une manière générale, pour l'organisation de cet événement qui est l'événement de la Coupe du Monde, il est clair que nous parlons aujourd'hui de 2030, mais il y a une échéance très bientôt qui est celle de la CAN 2025. Et donc, ce qui voudrait dire que le niveau d'exigence, le niveau d'importance, il est pratiquement le même par rapport à l'ensemble de ces événements. Alors, l'importance des technologies et de l'IT, c'est clair, c'est capital, et je reviendrai dessus, j'expliquerai pourquoi. Mais aussi, il y a lieu de préciser, c'est une condition nécessaire. On ne pourrait même pas envisager aujourd'hui organiser des événements d'aussi grande importance et puis avec une envergure importante et puis un ensemble de périmètres importants sans que nous puissions bien entendu disposer de la technologie qu'il faut. Et d'ailleurs, pour pouvoir mettre en évidence l'importance de la technologie et d'une manière générale, particulièrement aussi de l'IT, je souhaiterais revenir, peut-être partager avec vous un peu comment la FIFA, qui est l'organisateur de l'événement, matérialise cette importance. Comme vous le savez, chaque pays, bien entendu, qui présente sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde a l'obligation de soumettre un bidbook. Alors, le bidbook, il est organisé, pour dire simplement, en 5 axes et 17 sections. Je souhaiterais préciser que par rapport à cette dimension IT et technologie, il y a une section qui est réservée exclusivement dans le bidbook à cette dimension. Mais pas que ça. L'IT et les technologies, elles sont présentes dans 6 autres sections. Ce qui fait aujourd'hui, c'est qu'on arrive, parce qu'il y a un système d'évaluation de la candidature qui est mis en place par rapport à ça, c'est on totalise les pondérations par rapport à chaque section, on va se rendre compte que la technologie se retrouve et représente plus de 60% dans l'évaluation. Ce qui voudrait dire l'importance qui est accordée à cette dimension. L'autre élément, c'est que quand on parle de IT, il faut s'enlever de la tête, et vous le savez parfaitement bien, que quand on parle de Coupe du Monde, la Coupe du Monde ne s'organise pas dans les stades. Certes, elle s'organise dans les stades.
Mais il y a tout un écosystème autour. Il y a les hébergements, il y a le transport, il y a les fan festivals, il y a le IBC, il y a tout un ensemble de choses. Donc l'histoire ne se passe pas que dans les stades, elle se passe dans le pays. Et donc la dimension technologique, elle prend de l'importance vu l'élargissement et vu l'importance du périmètre. L'autre aspect aussi important, c'est que, on va dire, on a des jours normaux, mais par contre, on a des situations exceptionnelles. Quand il s'agit de la Coupe du Monde, juste pour partager quelques chiffres, il s'agit, si on prend le cas de l'organisation de cette Coupe du Monde entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, il va y avoir 4 à 6 millions de personnes, de spectateurs qui vont transiter entre l'ensemble de ces pays. Donc ça vous donne une idée un peu sur le dimensionnement et les pics qui sont créés dans cette phase. Une finale d'une Coupe du Monde, c'est 1,5 milliard de téléspectateurs de par le monde. Et donc, c'est une pression, c'est des événements exceptionnels qui sollicitent des ressources exceptionnelles et bien entendu, non seulement disposer de la technologie, mais qu'elle soit capable de pouvoir suivre. Alors, dire peut-être simplement quelles sont les dimensions de la technologie qui sont concernées et qui ont de l'importance dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde, c'est la couverture 5G. C'est les data centers, parce qu'il y a un traitement de données qui est extrêmement important et certainement on reviendrait dessus. C'est la disponibilité de l'Internet et avec des exigences qui sont extrêmement fortes. C'est aussi de pouvoir disposer d'un système de gestion des spectres de fréquences parce que vous imaginez un peu le nombre d'opérateurs qui sont là. Et donc aussi de la capacité à pouvoir, pas de la capacité, de l'obligation de disposer d'une stratégie de cybersécurité parce que les risques qui sont extrêmement importants. Donc ça, c'est juste peut-être en termes de technologie. L'innovation, c'est un élément qui est central. Et d'ailleurs, je souhaiterais dire que dans le cadre de la candidature qui est faite par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, il y a 4 piliers qui ont été définis dans la stratégie de candidature de ces 3 pays. L'impact social, le développement durable, l'investissement et l'innovation. Donc l'innovation, aujourd'hui, qui est une valeur distinctive, est un pilier important dans la stratégie qui a déterminé, on va dire, la candidature par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde de 2030. Alors bien entendu, quand on parle d'innovation, ça couvre tous les champs. Alors, il est clair que innovation, bien entendu, pour faire de l'expérience spectateur une expérience qui est meilleure. De l'innovation aussi pour les touristes qui vont visiter à l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde. Et donc, c'est un périmètre qui ne concerne, comme je le disais encore, qui ne concerne pas que les stades, ça concerne le transport, ça concerne l'hébergement, ça concerne tout un ensemble de choses. Et puis, bien entendu, le sujet dont on discute aujourd'hui, c'est l'innovation pour contribuer dans le développement du sport d'une manière générale et particulièrement du foot. Donc, voilà d'une manière générale c'est très bien par rapport à ça. C'est un petit peu le cadre général, et voilà, c'est une perspective de 2030 et un petit peu les exigences qui sont sollicitées par FIFA. Et donc, je me retrouve c'est Akif au sein de la Fédération marocaine de football. On sait très bien qu'il y a tout un travail qui a été fait au niveau de la formation des joueurs, au niveau des structures sportives. Mais j'aimerais bien savoir, d'après vous, le rôle des technologies, de l'innovation, comment elles sont perçues au sein de la Fédération royale marocaine du football. Donc, bonjour tout le monde. Il faut savoir que en termes d'innovation et technologie, donc c'est quelque chose sur lequel la fédération a commencé à travailler, d'accord, depuis certaines années maintenant. Donc avec le complexe Mohamed VI, d'accord, qui a été inauguré en 2019, donc on a une infrastructure sportive internationale et donc qui permet et aide justement à l'intégration des nouvelles technologies dans le sport. En Afrique, on est pionnier sur pas mal de choses, d'accord, typiquement sur l'analyse vidéo, sur l'utilisation de la data, également sur tout ce qui est scouting, recrutement.
d'accord, recrutement des joueurs, parce que, alhamdoulilah, on a une diaspora marocaine, d'accord, qui est très présente et active un peu partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que la technologie et l'innovation au sein de la fédération, c'était quelque chose de naturel, comme je disais, l'infrastructure sportive aidant. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, donc on travaille sur plusieurs thématiques, sur plusieurs axes. Typiquement, si je prends les performances du joueur, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'un joueur, il faut le suivre. Un joueur, donc il va générer beaucoup d'informations, beaucoup de data. Donc ce sont des statistiques qu'on va retrouver dans les entraînements, mais également dans les compétitions. Ce sont des statistiques qui vont nous permettre de voir quelle est la performance de ce joueur. Est-ce qu'il performe? Il ne performe pas? Est-ce que c'est quelqu'un justement sur qui on peut miser, d'accord, pour l'équipe 1? Parce qu'il faut savoir, quand on fait des statistiques, quand on fait le suivi des joueurs, on parle bien des under, c'est-à-dire tous les âges, d'accord, les U17, les U15, les U19. Et donc après, on commence justement, c'est un vivier pour détecter les futurs joueurs qui vont jouer dans l'équipe 1. On utilise également des métriques comme le GPS, donc pour voir un peu les sprints, pour voir un petit peu quelles sont les mesures typiquement comme la course, voir un petit peu comment physiquement, d'accord, et surtout pour les jeunes, comment physiquement ces jeunes évoluent. Et puis, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est la similarité avec des joueurs établis. Donc typiquement, on va regarder au fur et à mesure un joueur, on va le comparer avec les métriques, avec les statistiques d'un joueur comme Hakimi par exemple. On dit que lui, par exemple, il va être dans la défense, alors comparons-le. Donc il y a des éléments qui vont nous permettre de comparer et de voir cette progression justement au fur et à mesure et de voir est-ce que cette progression, donc bien évidemment avec des algorithmes et avec un calcul, est-ce qu'on est dans une progression qui tend à dire que ce joueur-là, il est vraiment dans sa place et il évolue correctement, ou bien il faut peut-être voir autre chose. Donc ça, c'est pour le profil joueur. Après, il y a la partie analyse de match. Et donc l'analyse de match, ce n'est pas simplement l'analyse vidéo. L'analyse de match, c'est analyser les événements d'un match. Les événements d'un match, c'est tout ce qui va être passe, tout ce qui va être tacle, le positionnement des joueurs, parce que là encore, c'est très important. Quand on voit le positionnement des joueurs, on va voir est-ce qu'ils sont positionnés correctement, d'accord, par rapport à une tactique. C'est là où on regarde instantanément, donc en live, s'il y a des failles, etc., notamment dans la défense. On utilise également la technologie pour la tactique, pour voir la tactique qui a été décidée avec le coach, est-ce qu'elle est réellement appliquée? Parce qu'il y a des algorithmes qui vont se baser sur, comme j'ai dit, la position des joueurs, d'accord, sur comment ils sont répartis sur le terrain, comment le ballon circule entre les joueurs. Et puis, il y a un élément qui est très important, et on travaille beaucoup dessus, et ça c'est en développement un peu partout dans le monde, c'est tout ce qui est le comportement face à une situation particulière. Parce qu'il faut savoir que on a beau prendre des statistiques, avoir des données, mais comment prédire? Parce que c'est ça, en fait, le nerf de la guerre, c'est comment prédire le comportement des joueurs dans certaines positions. Et donc là, la technologie nous permet effectivement de sortir avec des algorithmes, de sortir avec des éléments, d'accord, qui vont nous permettre de prédire. Je vais vous donner un exemple très simple. Pardon. Donc typiquement, quand il y a un tir au but. Quand il y a un tir au but, on sait que bon, ça se fait depuis un moment, on dit voilà, c'est un gaucher, c'est un droitier, on sait qu'il frappe. D'accord? Mais on peut aller plus loin. C'est-à-dire prendre des éléments.
pendant le match, les comparer avec ce qui s'est passé, d'accord, dans le passé. Donc ça, on parle instantanément, c'est-à-dire on est dans les tirs au but. Et pouvoir donner une probabilité, d'accord, vers quel coin ou vers quelle position le ballon va être tiré. D'accord. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, c'est utilisé au niveau des sélections nationales ou aussi vous allez étendre ça au niveau des championnats et des clubs marocains? Alors, pour le moment, effectivement, c'est au niveau de la fédération, donc c'est au niveau national. Mais effectivement, on commence déjà, donc à travers des outils, d'accord, comme la performance du joueur, à proposer ça gracieusement au club, que ce soit au club professionnel, d'accord, ou au club amateur. D'ailleurs, on a fait pas mal de communication, pas mal de formations, donc l'année dernière et cette année, d'accord, pour permettre justement que ce soit football masculin ou féminin, de profiter de ces technologies. Alors, je vais poursuivre peut-être avec un autre volet, là où il y a la technologie, on utilise beaucoup la technologie, c'est également dans tout ce qui est la prévention de blessures. Donc, il faut savoir que la blessure d'un joueur, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher pour un club, mais ça coûte également cher pour l'équipe nationale, parce que le joueur ne joue pas. Et donc, effectivement, bon, c'est une déception aussi du public. Donc, on va calculer la charge de travail. On va dire, par exemple, est-ce que ce joueur-là, quelle est sa charge de travail? Donc, pouvoir la comparer quand il joue, de dire, est-ce que là, il y a des situations où il est peut-être fragile, donc il faut le faire sortir, d'accord, etc. Notamment donc, en calculant avec des calculs GPS, calcul d'accélération, donc on regarde par rapport à ce qu'il a avant, donc en moyenne. Il y a également la variabilité de la fréquence cardiaque, donc beaucoup d'éléments qui vont nous permettre justement de parler de cette prévention des blessures. Et important également, c'est comment rationaliser le retour en jeu du joueur. Parce qu'une fois qu'il est blessé, comment savoir d'une manière rationnelle qu'il est sorti d'affaire, entre parenthèses, et qu'il peut rejouer. Et je terminerai sur un aspect très important, on en a parlé un petit peu en préambule, c'est tout ce qui est recrutement, tout ce qui est scouting. Alors au Maroc, on est très avancé parce qu'il y a le besoin et parce qu'on a, alhamdoulilah, beaucoup de talents et de très grands talents à l'étranger. Mais bien évidemment, on ne peut pas envoyer des scouts voir tous les championnats, et surtout les championnats des jeunes. Parce que les championnats des jeunes, c'est là où on va chercher les pépites, c'est là où on va chercher les gens qui vont intégrer potentiellement l'équipe A. On ne va pas prendre quelqu'un dans l'équipe A, ça arrive effectivement comme Brahim Diaz, mais l'idée, c'est vraiment de les accompagner depuis le début. Alors, pour cela, on utilise beaucoup et on se base beaucoup sur l'analyse de vidéos, sur les plateformes, d'accord ? Je ne vais pas citer des noms, mais c'est des plateformes qui sont très connues, qui vont nous permettre, à partir des matchs télévisés, donner des statistiques et des données. Mais ce n'est pas le travail de la fédération, donc intervient à ce moment-là. C'est-à-dire, à partir de ces données-là, on est capable de dire, voilà le profil du joueur dont on a besoin, et donc de commencer à regarder d'une manière digitale, informatique, automatisée ou semi-automatisée, voilà les potentiels profils qui peuvent nous intéresser. Et à ce moment-là, on peut aller vers du scouting, on va dire live, c'est-à-dire envoyer des détecteurs de talents ou bien les convoquer pour justement participer à des séminaires au sein de la fédération. Merci beaucoup, Serakou, c'est très passionnant parce que voilà, on voit le foot et on voit les matchs de foot maintenant autrement et d'une manière complètement différente. Alors aussi, vous êtes directeur études et développement chez Inouï. On sait très bien que vous êtes un opérateur important dans le monde des télécommunications et on aimerait bien savoir quel pourrait être le rôle justement d'Inouï justement dans la mise à disposition et la mise à niveau d'infrastructures modernes et performantes qui pourraient être mises au service du football national et du sport national en général. Absolument. Écoutez, d'abord, c'est réjouissant de constater que nous sommes vraiment à l'état de l'art international en termes d'exploitation de la data et en général l'exploitation des technologies, que ce soit dans les venues, dans les infrastructures sportives ou la gestion pour l'instant de la sélection nationale et puis demain, je pense, l'ensemble des acteurs du football. Le rôle d'un opérateur national comme Inouï, c'est justement de faire ce lien, d'abord, entre la data qui est générée et tout l'écosystème qui va l'exploiter. Alors le premier, effectivement, c'est le producteur de l'événement ou le sélectionneur, mais il y a aussi l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui vont avoir accès à cette information-là pour l'exploiter,
quand on aura éventuellement demain une gestion des agents de sportifs aussi, ça permettra d'extrapoler ce que Siaki vient de mentionner sur la partie scouting, mais au niveau des clubs. Et donc, la disponibilité de ce type d'informations, que ce soit en temps réel ou pas, en termes de performance, de statistiques de joueurs, et donc de créer des profils des joueurs, ça permettra effectivement à un écosystème de se développer. Le rôle de l'opérateur, ça va être de créer ce lien-là en termes de connectivité, en termes d'hébergement, puisque un opérateur comme Inuit est également présent dans toute la partie cloud et data center pour mieux exploiter ces données-là. Alors après, il y a effectivement des exigences, 3 types d'exigences qui sont majeures dans l'environnement du foot et le sport en général. Les événements, comme ceux que nous allons accueillir et qui sont de dimension internationale, où il y a le besoin d'apporter à la fois effectivement de la couverture 5G, une disponibilité de la fibre à l'échelle nationale, etc., mais de manière aussi à absorber les exigences en termes de capacité, de demande de trafic. Et là-dessus, nous avons effectivement une expérience, que ce soit nous-mêmes ou avec nos partenaires, sur la partie technologie avancée, qui permet d'absorber du trafic au niveau d'un stade, pas uniquement au niveau des stades principaux, mais également au niveau des terrains de jeu de préparation, des équipes, etc. Mais également au niveau des moyens de transport. Donc il y a des technologies aujourd'hui en termes de 5G qui sont spécifiques. Ce n'est pas tout à fait la 5G, on va dire, qu'on va déployer pour avoir du très haut débit de tous les jours, mais il y a des technologies aujourd'hui qui permettent par exemple, juste pour illustrer, de suivre la demande au niveau du stade ou de la place où il y a un nombre extraordinaire de consommateurs. Cette même technologie, elle pourra être utilisée également au niveau de tout ce qui est IoT et qui va créer encore plus de données aujourd'hui à exploiter éventuellement par les sélectionneurs et les gestionnaires de clubs également. Donc la partie IoT va certainement se développer à la fois en termes de techno d'accès, et nous on est présent également pour, avec la 5G, permettre une disponibilité de plus en tout cas de devices, que ce soit dans ce que portera le joueur, mais également dans le ballon. Enfin, il y a des exigences aujourd'hui déjà de la FIFA, mais il y a d'autres cas d'usage qui vont certainement être testés pour la première fois lors des événements que nous allons accueillir. Et donc ça, c'est vraiment la partie exigence en termes d'organisation de l'événement. La deuxième exigence, effectivement, sur laquelle un opérateur télécom peut être actif, c'est l'exigence en termes de création de cet écosystème que je mentionnais tout à l'heure. Et donc l'ambition, c'est que ça se décline au niveau des régions, au niveau des clubs, et que la disponibilité justement de cette capacité de cloud au niveau edge, le plus proche de là où ça va se passer, pas uniquement des stades où il y aura les événements, mais également les stades où on pourra avoir la Botola toute l'année. C'est quelque chose où l'opérateur a effectivement un rôle important, c'est de rapprocher ses capacités cloud des régions. Et la troisième, effectivement, c'est lors des événements, on a également un certain flux de visiteurs, que ce ne soit pas uniquement ceux qui sont dans l'organisation de l'événement, mais tous ceux qui seront dans le spectacle. Et donc, il y a un certain nombre également d'exigences en termes de mobilité, en termes d'accès à des expériences nouvelles, en termes de réalité augmentée, réalité virtuelle, etc., où la capacité aussi de l'opérateur à apporter des réseaux qui sont dédiés à ce type d'expérience sera manifestée. Merci beaucoup. Merci, c'est Sam. Vous êtes chargé de mission sport et développement au sein de l'UM6P et vous venez du monde des ressources humaines. On sait très bien que dans les ressources humaines, il y a des paramètres, il y a aussi des techniques pour évaluer et gérer les compétences et les talents. Je vais vous demander, est-ce que ces modèles, ces paramètres et ces modèles pour gérer les talents sont transposables dans la gestion des talents dans le domaine du sport et du football en l'occurrence? C'est bon. Bonjour à tous. Merci, c'est Abdallah. Permettez-moi d'abord de remercier les équipes d'Inuit et de Startgate pour l'opportunité de m'adresser à vous à propos de ce sujet passionnant qui est la professionnalisation du sport par l'innovation et la technologie. Effectivement, c'est Abdallah. Moi, je viens du monde des RH. J'ai eu l'occasion d'avoir des responsabilités dans la gestion des talents dans des grandes entreprises. Et j'ai remarqué de première main que des dispositifs de talent management peuvent avoir un impact significatif et faire un grand impact et transformation sur les organisations et les individus. Et de cette expérience, je suis convaincu que ces méthodes éprouvées dans le monde de l'entreprise
peuvent et doivent être transposables au niveau, je dirais, du monde de la gestion et du développement des talents sportifs et des professionnels du sport. J'insiste sur le mot professionnel parce qu'on a tendance à parler du talent, mais on a aussi tendance à oublier que l'écosystème sportif, il n'est pas drivé seulement par les talents, mais également par des professionnels qui sont autour de la galaxie. Le sport, on n'a pas besoin seulement d'athlètes, mais il a besoin de coachs, il a besoin d'analystes vidéo, d'arbitres, de journalistes sportifs, de caméramans sportifs, de médecins sportifs, de nutritionnistes, une certaine liste de métiers, de groundkeepers, Sonarges, je pense, c'est leur cœur de métier, etc., etc. Et donc, du coup, on a tendance à focaliser le débat autour de l'athlète. Donc, aujourd'hui, il est important, comme on fait pour l'entreprise et pour les talents, de transposer ce modèle. Comme un talent de l'entreprise, un professionnel du sport, il a besoin d'être attiré, il a besoin d'être développé, il a besoin d'être retenu et fidélisé. Peut-être avant de parler de professionnalisation par l'innovation, par la tech, c'est vrai que le Maroc a une riche tradition sportive avec des talents exceptionnels qui brillent sur la scène internationale, que ce soit sur le plan individuel mais également collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui on est en train d'assister à la genèse de ce que moi j'appelle les champions sportifs institutionnels, en l'occurrence l'Académie Mohamed VI ou aussi Sonarges, qui commence à devenir une fierté nationale et régionale pour le Maroc. Mais à un certain moment, il faut se poser les questions et être humble et de dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer le Maroc comme étant une nation sportive, un leader sportif régional? Moi personnellement, et je pense que le constat même a été relayé par le comité spécial pour le nouveau modèle de développement, qui disent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et il faut absolument repenser notre approche pour le sport au Maroc. D'abord par un travail que moi je qualifie d'acculturation, parce qu'aujourd'hui le sport, au Maroc, on a tendance à le considérer comme un moyen de loisir, alors qu'aujourd'hui le sport c'est une véritable industrie mondiale. Pendant qu'au monde, le PIB ou la contribution du sport, elle frôle les 5 à 7% pour certains pays, au Maroc elle avoisine les 0,5%, et donc ça démontre à quel point on a du chemin encore à faire dans ce travail de ramener le sport vers une industrie à travers une stratégie, une politique nationale. On a aussi tendance à considérer le sport comme étant c'est un levier qui n'est pas considéré comme un levier de développement économique ou social, alors que certains pays, le sport, c'est un pourvoyeur de main-d'œuvre, c'est un levier je dirais, professionnel, ça suscite des vocations et des carrières. Et au Maroc, on a encore du chemin à faire pour encourager les parents, encourager les enfants qui sont doués de potentiel, d'aller considérer une carrière dans le sport, et comme à l'instar de ce qu'on voit dans d'autres disciplines. Et donc du coup, tout ça, ça ramène autour de la réflexion. C'est très bien, c'est important les infrastructures, les installations, c'est important la technologie, mais on ne peut pas, je dirais, boucler la chaîne de valeur sportive sans la dimension compétence, la dimension knowledge, la dimension talent, le capital humain. Et je pense qu'au niveau de l'UM6P, nous sommes ravis, parce que ça s'inscrit parfaitement dans notre cœur de métier, de contribuer modestement dans cette dynamique et ce mouvement sportif national par ce que je viens de dire, tout le travail de sensibilisation, d'acculturation d'abord, auprès des différents acteurs de l'écosystème sportif, par la formation, parce qu'aujourd'hui on a encore un grand chemin à faire côté formation. Quand on dit formation, il faut former certes les athlètes, il faut leur donner du sens, il faut leur ramener les dernières tendances en termes de formation, d'éducation, de préparation. Tous les professionnels du sport, il va falloir les former, et il y a ce qu'on appelle tout ce qui est relatif au management et à la gouvernance sportive, mais également à la performance sportive sur ces deux dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui est sciences du corps. Aujourd'hui, il faut faire un grand effort en tout ce qui est nutrition, préparation mentale, préparation physique, biomécanique. On va en parler dans le deuxième panel. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste pour dire que la chaîne de valeur aujourd'hui ne peut pas être bouclée sans, je dirais, cette considération et cette importance à accorder au talent, au knowledge, au savoir, que ce soit par la formation, par l'innovation, par la créativité. Et ce qu'aujourd'hui fait Inouï avec Startgate, c'est exceptionnel, parce qu'on est en train de créer des espaces de créativité à des jeunes qui ont des idées. Et donc finalement, il n'y a pas que les athlètes, on a d'autres athlètes sportifs dans la galaxie sportive qu'il faut encourager. Merci beaucoup, c'est Sofer. Je reviens, c'est Youssef Belkacmi, et vous avez commencé tout à l'heure votre intervention par parler de l'organisation de la Coupe du Monde, et qu'il y a des exigences, il y a un cahier de charge par FIFA. Et j'aimerais bien vous demander, Finou Sanna, sur cet aspect justement technique.
comment le Maroc se positionne par rapport à cet aspect de technologie et de l'innovation. Et par rapport, bien sûr, à toutes ces exigences que j'imagine qui doivent être très grandes et très fortes. Très bien, très bien. Bon, ben, écoutez, je pense que d'entrée de jeu, il va falloir que nous puissions préciser quelque chose. Vous connaissez parfaitement bien le processus par lequel est passée la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Il y a lieu juste de préciser que le 5 décembre 2023, la FIFA a publié, bien entendu, le cahier de charge avec les host requirements donc, pour l'organisation de la Coupe du Monde. En disant initial, ce qui voudrait dire que c'est un cahier de charge qui peut être amené, bien entendu, à être modifié une fois qu'on va s'approcher de l'organisation de la Coupe du Monde. Dans le domaine technologique, on va le comprendre. Il y a des exigences aujourd'hui. Ils vont devenir obsolètes d'ici peu de temps. Mais c'est juste pour dire, par rapport à l'ensemble de ces exigences, c'est tout de même des exigences qui sont extrêmement fortes. Qui demande une organisation, une mobilisation de la part de l'ensemble des acteurs. Mais, disons-le, comme on le dit dans l'adage arabe, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc, peut-être ça va être barbant de parler de l'ensemble des exigences dans le détail, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, que c'est des exigences donc avec des normes qui sont précises et qui demandent un investissement et un travail qui est important. Mais juste peut-être pour donner quelques idées, une couverture en 5G pour les sites officiels. Ça, c'est l'exigence avec une garantie de service de 99,8%, donc pratiquement 100%. Alors, il est évident que nous parlons de sites officiels, encore une autre fois, si nous revenons aux spectateurs, ça va être pas du tout compris que je puisse disposer de la 5G dans un endroit et que je puisse ne pas en disposer par ailleurs. Aussi, on va dire une couverture réseau, ou plutôt particulièrement Internet, de 99,99%, donc disons 100%, donc il est clair. Aussi, en termes de roaming, par rapport aux opérateurs, donc chaque opérateur doit disposer d'un accord avec chaque pays qui participent dans la compétition, avec au moins un opérateur du pays qui participe dans la compétition. Alors, aussi, et c'est Aïkfi le disait tout à l'heure, et puis vous-même aussi, c'est là aussi, tout ce qui est cloud, bien entendu. Alors, il y a un niveau d'exigence dans le pays de pouvoir disposer d'au moins deux data centers. Alors, je tiens à le préciser, minima certifié tier 3 uptime. Mais la norme qui est exigée, c'est plutôt du ANSI TIA 942, donc avec un niveau de certification beaucoup plus important. Alors, et aussi d'autres aspects liés à la vidéo streaming, liés aussi à toute l'organisation nécessaire au niveau des stades. Aujourd'hui, on parle, comme je le disais, de Wi-Fi 6 dans les stades, mais d'ici là, donc certainement, ça va être d'autres niveaux d'exigence. Je reviendrai peut-être sur un point avant de parler comment le Maroc se situe par rapport à l'ensemble de ces exigences. L'IBC, ou le Centre de diffusion international. Alors, dans une organisation, je précise, c'est-à-dire entre les trois pays, il est obligatoire de pouvoir disposer d'au moins un IBC. Donc un centre de diffusion international, c'est tout simplement 4000 employés pour pouvoir assurer cette prestation de service avec un espace qui est extrêmement important, avec un concentré de technologie simplement exceptionnel. Pour une considération toute simple, si on regarde un peu aujourd'hui le chiffre, on va dire les recettes de la FIFA, 60% c'est le broadcasting, c'est le droit de transmission, 30% c'est les partenaires commerciaux et 10% c'est tout le reste. Donc c'est juste pour dire l'importance de cette dimension broadcasting à laquelle la FIFA, bien entendu, accorde beaucoup d'importance. Maintenant, le Maroc, comment il se situe par rapport à l'ensemble de ces exigences? On se porte plutôt bien, mais on a encore des challenges et on a un travail très important à faire.
Aujourd'hui, comme vous le savez, Internet, le taux de pénétration, il est pratiquement de 107%. Donc, on est dans une situation relativement confortable par rapport à ça. Je reviendrai peut-être avec une petite précision par rapport à la 4G. On dispose aujourd'hui de 14 data centers qui sont certifiés Tier 3 Uptime. Donc, je pense qu'on est relativement à l'aise par rapport à ça. Aussi, par rapport à la fibre, parce que c'est une exigence, on est à 55 000 km de fibre qui est déployée dans le pays. Et puis, un autre élément qui est un atout, aujourd'hui, les sites hautes, enfin les villes hautes, elles sont toutes reliées au backbone national, et donc ça donne des atouts qui sont très importants. Maintenant, c'est les autres aspects, à savoir la 5G. Bon, bien entendu, aujourd'hui, il y a un projet qui parle donc du déploiement de la 5G pour couvrir au moins à 70%. Ce n'est plus un luxe, ça devient pratiquement une obligation. Et puis, bien entendu, j'ai fait exprès tout à l'heure de dire un IBC dans le pays, on va dire dans les entités qui vont organiser la Coupe du Monde. Alors, on ne se retrouve pas seul dans cette affaire, on est avec l'Espagne et le Portugal, je vous rassure, on est en bonne entente, on est une seule candidature, il n'y a aucun problème, on travaille parfaitement bien. Mais ça n'empêche pas la compétition et la concurrence. Et donc, il est à l'évidence un IBC. On souhaiterait, bien entendu, nous sommes avec la fédération et avec l'ensemble des partenaires en train de travailler pour qu'on puisse disposer de cet IBC au Maroc. Et donc, le niveau d'exigence serait très, très important. Et bien entendu, la décision où est-ce que cet IBC ça va être, ça va dépendre de la capacité des uns et des autres à offrir les meilleures conditions pour pouvoir abriter. Donc, c'est un challenge en soi. Le deuxième élément, et qui constitue aujourd'hui un challenge pour nous, et nous avons tous les atouts pour le faire, et d'ailleurs, je suis ravi de le faire aujourd'hui, parce qu'il y a un écosystème important aujourd'hui qui est réuni, qui pourrait contribuer, je m'excuse, qui devrait aussi contribuer dans la réussite de l'organisation de cette Coupe du Monde, avec la concentration de matières grises et de capacité d'innovation qui est extrêmement importante. Mettons-nous d'accord, c'est une ambition pour notre nation et qui, grâce à la vision éclairée et la volonté de Sidna Allah Yansuro, c'est devenu une réalité. Je voudrais vous rappeler que c'est la 6e candidature. Et donc, il est clair, aujourd'hui, nous devons être fiers de la capacité aujourd'hui et de la possibilité de pouvoir organiser cette Coupe du Monde. Et on est dans l'obligation de pouvoir réussir cette organisation. Alors, réussir cette organisation, bien entendu, il y a tous les autres aspects qu'il va falloir réussir. Mais la dimension technologique et l'innovation, c'est ces éléments qui vont faire la différence. Parcours spectateur, parcours touriste. Il est au Portugal, il passe à l'Espagne, il vient regarder un match ici. Hadak le wow, ça va être un wow. Impressionné par ce qui va être fait, par la qualité de service qui est fait, ou là, un wow de déception. Je suis sûr et certain que personne parmi nous ne souhaiterait que ça soit. Donc là, je pense que nous avons les atouts pour que nous puissions offrir une Coupe du Monde de qualité et à ce que nous puissions avoir une différence distinctive qui est positive pour que nous puissions, au-delà du rayonnement de notre pays, de pouvoir contribuer dans l'image de cette nation qui le mérite parfaitement bien et puis contribuer à l'impact économique et social qui va être généré par l'organisation de cette Coupe du Monde. Nous l'espérons tous, j'espère. C'est à kiff. Enfin, je pense que la barre, elle est très très haute. Au niveau des technologies, au niveau de toutes ces exigences dont tu as parlé, Sib El Kasmi. Et moi, je voudrais bien savoir où, je sais que vous êtes au niveau de la fédération, vous êtes partie prenante dans toute cette transformation. Est-ce que ça va contribuer à faire une sorte de saut qualitatif au niveau des infrastructures, au niveau de la partie technologie et innovation? Est-ce que ça va nous permettre d'évoluer, mais vraiment faire un saut qualitative énorme, justement pour la mise en niveau du sport national et du football national? Alors, avant de répondre à cette question... Vous avez aussi des remarques et vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit Sito Fer tout à l'heure.
parce qu'effectivement, la composante humaine, elle est très importante dans le développement de n'importe quelle industrie, et donc notamment le football, parce qu'il a bien raison de qualifier ça d'industrie, parce que ça génère de l'argent et ça doit générer de l'argent. Alors justement, donc, la fédération, donc, elle a mis en place des centres de formation qui sont un peu partout au Maroc. Donc il y a aujourd'hui le centre de Saïdia, Bni Mellal, très prochainement l'Ayoun, Ben Grir, Casablanca, déjà opérationnel pour certaines infrastructures, et d'autres. Ça veut dire qu'on va prendre des jeunes, vraiment des jeunes, et on va les former, on va les suivre. D'accord ? Donc un suivi rigoureux, un suivi technique, physique, mais également en se basant sur l'innovation et sur le digital, parce que tout cela est connecté avec la DTN, donc la Direction Technique Nationale. D'accord ? C'est là où tout dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ça travaille et donc ça fait profiter aux autres. Alors, on a dit ça, mais il y a également d'autres profils qu'aujourd'hui, on a du mal quand même à recruter. Donc, hormis les entraîneurs, parce que, alhamdoulilah, on commence à avoir des très bons entraîneurs qui sont d'ailleurs à l'international et qui font des très bonnes réalisations à l'international, il y a tout ce qui est, moi je vais parler que de la partie technologie, tout ce qui est analyste vidéo et plus précisément tout ce qui est relatif à la data. Parce que les analystes vidéo, on peut en trouver, d'accord, les gens font des formations, ils apprennent. Mais comment faire parler la data ? Ça, c'est très important. Et je pense, effectivement, que des parcours académiques qui prennent justement cette composante dans leur formation ou des formations dédiées, c'est quelque chose de très important et qui va être très bénéfique pour le football national. Pour répondre à votre question, bien évidemment, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que ce soit pour la CAN ou pour la Coupe du Monde, ça va élever très substantiellement le niveau du football national. Je vais prendre des exemples, je pense que ça va être plus parlant pour l'audience. Si on regarde l'expérience du fan, d'accord ? Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine population qui va voir les matchs de l'équipe nationale, et il y a une autre population qui va voir les matchs de Botola. Et l'idée, c'est effectivement que les gens puissent aller en famille, entre amis, même les non-connaisseurs, d'accord, qu'ils puissent effectivement assister à tous les matchs, comme ce qu'on voit par ailleurs en Europe, par exemple. Et même pour voir les matchs d'équipe nationale. Oui, l'équipe nationale, mais surtout et aussi l'équipe de Botola, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont pour voir l'équipe nationale, mais également pour voir leurs équipes locales. Et donc, pour cela, si on va développer, et donc là, on a parlé tout à l'heure de la 5G, mais il y a également le Wi-Fi à l'intérieur du stade et autour du stade. Ça, c'est très important. Et c'est un Wi-Fi qui peut être rentable pour les équipes locales, pour les clubs, parce que c'est un Wi-Fi de très très haut débit qui peut être monnayé à travers la publicité, etc., à travers des partenariats, etc. Il y a également toutes les applications qu'on peut développer par ailleurs qui sont axées sur le fan. D'accord ? Et on a une multitude d'applications, de use cases aujourd'hui qu'on peut faire tout de suite et même dans le futur, et qui vont foisonner avec l'arrivée de l'organisation de la Coupe du Monde. Sur un autre volet qui est aussi important, donc là, ce n'est pas le fan, mais c'est vraiment le club et c'est la technicité dans le football. Et donc ça, c'est pour les équipes des clubs. C'est comment, à travers tout ce qu'on va installer comme infrastructure intelligente et digitale, faire profiter cela au club. Je donne un exemple. Pour pouvoir faire de l'analyse vidéo avancée, on ne va pas seulement regarder les images du broadcaster, d'accord, et faire notre analyse vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand une télé va transmettre un match, elle ne reste pas focus sur le terrain. Elle va montrer le coach, elle va montrer la tribune officielle, tribune. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne voit pas et qui sont très importants dans le match et dans le calcul scientifique des matchs et analyse de vidéo.
Donc, quand on va mettre des infrastructures intelligentes, ça veut dire des caméras, d'accord, de haute définition spécifiques qui vont être installées et qui vont nous permettre au club de profiter justement et d'avoir des images, d'accord, qui sont concentrées sur le jeu et donc leur permettre effectivement de profiter de toute la puissance de la technologie. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Serge aussi. Est-ce qu'en entendant tout ça, et toutes ces exigences qui sont, encore une fois, qui sont très fortes, qui sont très très grandes, est-ce que ça ne vous met pas un peu de pression en tant qu'opérateur? C'est-à-dire que là, on parle déploiement 5G, Wi-Fi de haute qualité, couverture qui est générale. Est-ce qu'il n'y a pas de pression sur vous en tant qu'opérateur télécom? Alors, je me disais effectivement 2025-26 c'est hier et 2030 c'est vraiment demain matin. Je pense, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, que nous avons une position qui assure les briques de base. Pas uniquement de la réponse, mais réellement de l'organisation, que ce soit de ces événements-là, ou l'ambition de décliner tout ça au niveau des clubs et au niveau de la Botola. On a les briques de base. Il reste ce last mile, ce wow, effectivement, qu'il faut élaborer à la fois d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue parcours, expérience du fan, des agents, des équipes qui vont être là. Et ça prend beaucoup de temps. C'est toujours les dernières retouches qui prennent du temps. Donc oui, on n'est jamais suffisamment prêt. Mais il faut effectivement aujourd'hui se concentrer sur la transformation de ces briques de base en expérience qui soit positive, qui soit très probablement, on ne l'imagine pas encore, enfin en tout cas on voit les use cases qui existent de par le monde, pas uniquement dans les grandes organisations, mais il y a de très grands clubs aujourd'hui qui sont à un niveau de digitalisation et d'expérience donnée à la fois aux fans et à leurs équipes, et même aux équipes hautes qui sont d'un niveau peut-être même supérieur aux exigences que nous observons, parce que la FIFA déploie des technologies qui sont déjà éprouvées, qui ont déjà été testées, et on teste elle-même quelques-unes, mais des fois, des expériences et des technologies sont testées d'abord dans les grands clubs américains, européens. Et donc nous, on se doit effectivement d'aller soigner ce last mile de préparation. Et je pense honnêtement qu'une journée comme celle-ci, où il y a un appel justement à ce que cet écosystème s'enrichisse pour que cette industrie se structure, de l'organisation, de l'hospitalité, des équipes elles-mêmes, mais aussi de tous ceux qui, encore une fois, je reviens sur cette question de la data, et on disait en aparté tout à l'heure avec Seakif que ça serait inimaginable que nous nous appuyions exclusivement sur des intervenants externes en termes de monétisation, exploitation de la data supplémentaire, pas uniquement la data qui est utilisée par les équipes nationales, mais la data qui est disponible au grand public. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui est disponible chez les clubs européens pour suivre les performances des joueurs, pour avoir des applications en réalité augmentée, etc. Il est inimaginable que lors de ces rendez-vous-là, qu'on n'ait pas une majorité de prestataires, de start-up, de TPE, PME qui soient marocaines. Et donc je pense qu'une journée comme celle-ci, c'est aussi un coup d'envoi à soigner aussi cet élément-là qui est important du last mile. Merci beaucoup, Serge. C'est tout faire. On est à l'UM6P. Et tout à l'heure, Sérapté avait parlé justement de la place du sport au sein de l'UM6P. On aimerait savoir comment l'université pourrait contribuer à la professionnalisation du football marocain et du sport en général. Pas que le football, mais là, puisqu'on était en train de parler de football tout à l'heure. Comment l'UM6P peut jouer ce rôle-là de professionnalisation? Exactement. Pour accompagner cette transformation et ce mouvement sportif, nous sommes en train de préparer toute une offre pluridisciplinaire et multi-expertise pour accompagner toutes ces dimensions sportives, qui est axée sur 3 axes. Le premier, c'est l'axe un peu principal et un peu le cœur du métier de l'université, qui est la formation. Dans ce sens, nous sommes en train de préparer des masters et des programmes certifiants dans 2 grands domaines. Le premier, c'est tout ce qui est relatif au management et à la gouvernance sportive. On entend par ça tout ce qui est droit sportif, stadium management, marketing, sponsorship, hospitality management, etc. Et la deuxième grande composante de notre offre formation, c'est la performance management dans ces deux grandes dimensions. La première, c'est tout ce qui est adapté aux sciences du corps. Ça veut dire la performance par le corps, par la préparation, par la nutrition, par la préparation mentale, etc. Mais la performance par la technologie. Et dans ce sens, nous travaillons sur une offre dédiée à tout ce qui est AI
appliquée au sport, data science. Et on sera ravis, de collaborer ensemble sur ces tracks-là. Sur la deuxième partie, c'est tout ce qui est performance center. Nous avons l'ambition parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il y a une grande opportunité au sein de Bengali ici, particulièrement. Nous avons un campus qui a des stades, un hôpital, un centre de kiné, un data center et tout un écosystème pour lancer un Aspire marocain, qui est le premier, on peut dire, centre de performance complet intégré avec des solutions 360 pour accompagner les athlètes sur l'aspect individuel et collectif dans leur performance, etc. Donc nous travaillons sur l'étude de l'opportunité. Et troisième axe, qui est ce qu'on appelle le thought leadership, à travers sa composante recherche appliquée et fondamentale sur l'ensemble des dimensions sportives. Typiquement, nous avons un exemple de chercheur avec qui nous sommes en train de préparer un travail de recherche sur le développement cognitif des jeunes joueurs de football. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, aujourd'hui, un joueur, il est formé sur sa dimension technique, tactique, physique, mais pas cognitive. Nous connaissons des joueurs aujourd'hui qui sont talentueux. On cite l'exemple par exemple de Dembélé, qui est un grand talent, qui est ambidextre, qui est rapide, mais dans la prise de décision, il rate toujours les passes, les positions. Et donc du coup, c'est un travail de recherche qui consiste à comment accompagner les jeunes talents à très jeune âge, comment développer leur intelligence footballistique, tout simplement. C'est que comment regarder le terrain, comment scanner le terrain en une seconde, le nombre de scans que je vais scanner, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut passer, quand est-ce qu'il faut frapper la balle, etc. Et ça se fait typiquement, ce travail, via la technologie, à travers des capteurs, des caméras spécialisées. Et nous sommes en train de préparer ce partenariat avec un grand chercheur américain qui est aussi très enthousiaste pour venir travailler sur cette thématique avec nous au Maroc. Et il y a la dimension start-up avec StartGate, certainement peut-être avec Kinui. On travaillerait sur un programme pour l'incubation des start-upers dans la partie tech, la partie médicale et la partie fan experience et expérience un peu je dirais du persona sportif. Ça peut être un supporter, ça peut être un athlète, ça peut être un... Et troisième dimension dans le thought leadership, c'est qu'aujourd'hui le Maroc, certes, il se positionne comme étant un acteur ou un leader sportif par l'infra, par les réalisations sportives, mais on souhaite aussi que ce soit par la science, à travers des manifestations, des congrès, des expertises, un peu du thought leadership dédié au sport dans ces différentes dimensions qui permettra de positionner le Maroc comme un acteur régional. Donc du coup, voilà un peu l'offre que nous sommes en train de préparer à l'UM6P et on sera ravis de bon courage, c'est un programme qui est très très ambitieux. On arrive à la fin de ce premier panel. Merci beaucoup aux 4 participants. Merci c'est Akif, merci c'est Belkasmi, merci c'est Arloussi, merci c'est Smsam pour vos paroles et bon courage parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire ces prochaines années. Merci beaucoup.